Les corps intermédiaires sont partout dans notre vie. Ils sont anciens, ils ne sont pas près de disparaître, ce qui ne signifie pas qu'ils soient immuables, bien au contraire. Ce sont, un point important, des formes institutionnelles stabilisées. Je fais ici référence à ce que l'on appelle la théorie de l'institution, une organisation qui acquiert une légitimité de la fin qu'elle sert et de son exercice. Et donc, avec le temps et la légitimité, elle devient institution. Cette forme institutionnelle va conserver pour un temps, plus ou moins long, ses caractéristiques, et donc elle présente une constante. Une constante dans la manière dont elle se comporte, et également dans les choix et les idées qui sont les siens et qu'elle défend. Et donc, en fait, elle incarne une forme de stabilité dans le changement. Alors, vertical, c'est les corps intermédiaires à l'égard de la puissance publique, de l'État. Mais on pourrait l'étendre également à l'Union européenne et à la Commission. L'État, ensuite, bien entendu, il a un rôle important parce qu'il reconnaît, où il peut reconnaître et donner une légitimité à ces corps. Ils sont devenus des auxiliaires et des associés dont le pouvoir peut en fait difficilement se passer. Alors c'est ici le rôle de l'expertise qui est posé. L'État, par ailleurs, il sait également jouer de ces corps intermédiaires et il sait à la fois leur assurer une forme de stabilité ou d'instabilité, selon qu'il le juge nécessaire. Deuxième aspect, c'est l'aspect horizontal, et donc le caractère intermédiaire des corps renvoie à une intermédiation entre des individus, entre intérêts individuels et ou collectifs. Ce que l'on voit émerger dans cette dimension horizontale, ce sont les notions de service et de devoir qui sont, avec le temps, des qualités entretenues et intégrées dans une majorité d'institutions. La position donc des corps intermédiaires dans l'ensemble de la société conduit leurs membres à rechercher des formes d'arbitrage, à dégager des formes de compromis et de consensus, à se dégager d'intérêts trop exclusifs. L'approche libérale a jugé bénéfique la multiplication des corps intermédiaires dans une société démocratique. C'est le cas par exemple aux États-Unis. On est passé de la représentation professionnelle à une démocratie économique et sociale. Et avec cette démocratie économique et sociale, après la Deuxième Guerre mondiale, se développe le paritarisme, que vous connaissez dans les structures et dans le monde agricole, un paritarisme de gestion et un paritarisme de négociation. Les corps intermédiaires sont au cœur de formes de co-régulation, de régulation conjointe. Les corps intermédiaires du monde agricole et rural, ils sont très anciens, ils sont vivaces. Il y a là deux thèses qui s'opposent. Pour Pierre Barral, la notion d'agrarisme, elle visait à affirmer l'unité sociale des agriculteurs et des ruraux. Son approche met en évidence un monde rural qui a été marqué par une dynamique sociale, politique et économique propre. Au contraire, pour Maurice Agulon, la modernité politique et économique c'est d'abord le fait d'un petit groupe et ensuite ça percole vers le bas et ça se propage par des réseaux de sociabilité. Les historiens mettent clairement en évidence le passage d'un système oligarchique fondé sur la notabilité à un système démocratique à partir de l'installation de la Troisième République. Et donc ça signifie concrètement l'abandon de la cooptation au profit du suffrage au sein d'un corps qui s'est étendu. Se pose bien entendu aujourd'hui la question de la mobilisation, de la démocratisation et de la mobilisation des membres.
de leur implication effective et d'une banalisation de la procédure démocratique qui va de pair avec un certain désintérêt pour le vote, favorisant la sclérose des instances, une technocratie de l'organisation. Dès le début du XIXe siècle, les gouvernants comprennent qu'ils ne peuvent pas gouverner ni décider sans connaître les situations concrètes. Que le commerce, l'industrie, l'agriculture ont besoin d'être régulés dans une société. De plus, c'est une société qui va s'industrialiser. La deuxième moitié du XIXe siècle voit la reconnaissance officielle des corps intermédiaires. Quelques dates, 1864, la fin du délit de coalition. C'est la multiplication des chambres syndicales, patronales, ouvrières, et également une forme intéressante à étudier qui est des chambres mixtes associant patrons et ouvriers. Loi de 1884 sur les syndicats professionnels, notamment les syndicats agricoles. Loi du 1er avril 1898, qui est appelée également la charte de la mutualité. Et puis, vous le savez, en 1901, la grande loi sur les associations. La Grande Guerre et les années 20 sont un tournant dans la reconnaissance des corps intermédiaires. C'est bien sûr les chambres des métiers, 1925, qui ont été précédées des chambres d'agriculture, 1924. La 4e République installe le Conseil économique, qui devient ensuite, en 1958, le Conseil économique et social. Liste non exhaustive. Les corps intermédiaires du monde rural et agricole, vous devez être en interaction avec, bien sûr, les agents et acteurs du monde rural et agricole. C'est-à-dire toutes les autres organisations agricoles, la coopération, la mutualité, qui eux-mêmes vivent des transformations majeures et parfois problématiques. Bien entendu, avec la main-d'œuvre agricole, les propriétaires fonciers, les bailleurs, les industries agroalimentaires, l'agrochimie, les produits phytosanitaires, le machinisme, avec les intégrateurs de filières, qui sont difficiles, avec les particuliers et les consommateurs, avec les émetteurs et les récepteurs d'effets externes. Je pense par exemple, à l'eau. Donc je pense que vous êtes en négociation constamment, en compromis avec les agences de bassin, pour la qualité par ailleurs de l'air, pour les paysages aussi. Par ailleurs, vous avez un énorme champ d'interaction. C'est la même à l'égard de l'État ou de la Commission européenne, pour définir les conditions de l'échange, du libre-échange ou de sa restriction, des normes de concurrence saine et loyale, du droit du travail, des prises en compte des effets externes et sur l'environnement, puisque, en fait, l'activité agricole et le monde rural, de manière générale, donc il ne se réduit pas, je sais, à l'agriculture, c'est 2/3 des territoires. C'est aussi le droit foncier. Par ailleurs, envers vos adhérents, c'est la définition aussi des intérêts communs, des moyens de les porter, c'est les multiples services que vous offrez, et je pense en termes de services, en services nobles. Il y a bien sûr la fiscalité, la législation, mais la formation, et c'est ce soir le cas. Donc les corps intermédiaires sont des institutions de l'interaction, ça c'est aussi une autre formule de Pierre Rosanvallon, et qui ne me semble pas perdre de leur légitimité. En revanche, le monde aussi est inquiétant, et vraiment si j'avais une seule chose à dire, c'est que de penser sur un temps long, permet d'affronter l'urgence tout en prenant le temps de l'action. Et ça me paraît absolument essentiel, et en pouvant résister à une urgence et aux tentations de surréagir. Voilà, je vous remercie beaucoup.